Un univers cinématographique étendu, ça ne s'achève pas. C'est le principe. Tant que le public répond à l'appel, tant que le pognon rentre, on peut l'étirer encore et encore et encore et encore. Bon, sauf quand il s'agit de l'univers étendu d'ici, évidemment. Ou du Dark Universe. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut simplement laisser mourir. En 2021, quand Legendary et Warner Bros dévoilent au monde Godzilla vs Kong, le succès n'était pas gagné d'avance. Compte tenu des résultats au box-office plus que mitigés de Godzilla King of the Monsters et de ses conditions de sortie compliquées entre le Covid et sa diffusion en streaming, chez Legendary, on retenait son souffle en espérant que tout se passe bien. Et ça s'est bien passé. Godzilla vs Kong était en fait le blockbuster dont le public avait besoin en cette période compliquée. Un film qui n'avait pour seul objectif que de divertir pendant 2 heures, sans s'embarrasser d'un scénario complexe ou de personnages torturés. Non, alors là je vous assure, c'était pas du tout le but de la manœuvre. Et il s'avère que ça a payé, puisqu'avec 470 millions de dollars récoltés et un record établi sur HBO Max, Godzilla vs Kong prouva à Legendary et Warner que le Monsterverse avait bel et bien trouvé son public. Un fait qui fut confirmé dès le mois suivant sa sortie, quand le hashtag Continue the Monsterverse commença à faire parler de lui sur Twitter. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va parler de Godzilla, Kong, le nouvel empire. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler sécurité. Imagine que tes données numériques personnelles soient aussi vulnérables qu'une ville face à Godzilla et Kong. T'es dans un café, tu veux juste travailler en paix, mais attention, ce wifi public est un vrai repère de hackers. Ils sont là, tapis dans l'ombre, prêts à se jeter sur tes données. Effrayant hein? T'inquiète pas ma gueule, j'ai la solution. Et cette solution, elle s'appelle NordVPN. Avec NordVPN, c'est comme si tu avais ta propre barrière anti-monstre. Fini les hackers qui rôdent en attendant que tu baisses la garde. Et ça s'arrête pas là. NordVPN va non seulement protéger ton réseau, mais aussi le renforcer. Besoin de voyager en ligne sans frontières? Avec NordVPN, tu accèdes au contenu du monde entier tout en restant à l'abri, loin des dangers. Les catalogues de streaming n'auront plus de secrets pour toi maintenant. Bref, avec NordVPN, tu surfes en toute tranquillité, peu importe les restrictions géographiques et les réseaux douteux. Clique sur le lien dans la description ou utilise le code GuillaumeFR pour profiter d'une réduction spéciale réservée aux abonnés de la chaîne. En souscrivant à un abonnement de 2 ans, tu auras droit à 4 mois gratuits. Cerise sur le gâteau, tu bénéficies d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors ne laisse pas les cybermonstres t'écraser. C'était John Michael Advertising pour te rappeler que seul t'es vulnérable, mais avec NordVPN, t'es invincible ma gueule. À bientôt. À la fin du mois d'avril 2021, on apprend que Legendary serait bel et bien en passe de lancer la production du prochain chapitre du Monsterverse, qui s'inspirerait cette fois-ci du fils de Kong, la suite du King Kong original dans lequel on faisait connaissance avec la progéniture du gorille géant. Et comme la compagnie voulait lancer la production le plus vite possible, elle n'avait aucune intention de perdre du temps à chercher un nouveau réalisateur. Un seul profil les intéressait, celui qui avait remis le Monsterverse sur les rails du succès, Adam Wingard. Sauf que Wingard, là, il est un peu fatigué. Dans l'immédiat, le réalisateur ne se sentait pas d'enchaîner sur une autre production d'une telle ampleur. Mais d'un autre côté, il repensait à cette interview que Tarantino avait donnée à la sortie de The Hateful Eight, où on lui demandait pourquoi il avait enchaîné 2 westerns. The Hateful Eight étant sorti juste après Django Unchained. Le cinéaste avait alors déclaré que sur le tournage de Django, il avait appris comment faire un western. Alors pourquoi ne pas utiliser ses compétences nouvellement acquises en réalisant un autre western? De son point de vue, ce serait du gâchis de ne pas le faire. Et Wingard ressentait la même chose. À son humble niveau, hein. Pourquoi ne pas refaire un film de monstres géants blindé d'effets visuels maintenant qu'il savait comment gérer un projet aussi titanesque? Il accepta donc les rênes du projet, mais cette fois, il allait proposer sa propre vision. Car contrairement au film précédent sur lequel il avait débarqué en cours de route et dont l'histoire était par conséquent déjà mise en place par Terry Rossio et ses collègues, Wingard allait cette fois-ci profiter du luxe de la page blanche, où tout était possible. Il estimait avoir désormais assez confiance en ses capacités pour construire le film autour de ses propres idées narratives et visuelles. Ses intentions sont claires, il veut mettre les titans au premier plan. Ce seront eux les personnages principaux du film. Son ambition, proposer du jamais vu avec un blockbuster expérimental qui se passe le plus possible des dialogues pour raconter son histoire. Une fois embauché, il expose ses intentions au scénariste Terry Rossio. Plutôt que de faire de cette suite un énième film de monstres géants, il veut en faire une véritable étude de caractère en racontant l'histoire des créatures elles-mêmes. Et dans cette histoire, c'est Kong qui fera office de personnage principal. Godzilla aura bien évidemment sa place, mais restera au second plan. Ce sera avant tout le film du gorille géant. Terry Rossio se lance alors dans l'écriture du premier jet, puis le réalisateur fait appel à Simon Barrett, son collaborateur de longue date qui a écrit 6 de ses films entre 2010 et 2016, pour qu'il apporte sa touche personnelle au script. Le mot d'ordre, la simplicité. L'histoire doit être la plus épurée possible. Contrairement à l'opus précédent, on n'allait pas suivre plusieurs groupes de personnages distincts. L'intrigue serait plus resserrée, permettant donc de moins s'éparpiller. Et en plus de Rossio et Barrett, Jeremy Slater, qui avait déjà collaboré avec Wingard sur Death Note, viendra également poser sa patte sur le scénario. Le grand absent de cet opus, c'est donc Max Dorenstein qui avait jusqu'alors bossé sur tous les films de la saga. En janvier 2022, l'équipe artistique est sur le pied de guerre sous la supervision du directeur artistique Tom Hammock, de retour aux commandes. Ainsi, après avoir opté pour un style marqué par des néons colorés tout droit sortis des années 80 dans le film précédent, Wingard avait cette fois-ci une autre idée en tête. Il voulait que la palette de couleurs de son film rappelle une allée de magasins de jouets des années 80, avec ses étagères remplies de jouets aux couleurs flashy, et cherchait en quelque sorte à recréer cette sensation de surcharge cognitive qu'il considérait comme l'approche idéale pour son film, lui permettant de se démarquer des blockbusters traditionnels. Mais malgré cette approche légèrement psychédélique, Wingard souhaitait tout de même que son film reste ancré dans un certain réalisme.
réalisme. Raison pour laquelle il s'assure que l'on voit ces titans évoluer dans des décors familiers tels que les pyramides égyptiennes ou les plages brésiliennes. À la tête de l'équipe d'artistes responsables de la conception des créatures, on retrouve Jared Krzyzewski de chez Legacy qui avait déjà conçu le Mechagodzilla du film précédent. Et des créatures, il y en a pas mal, c'est pas pour rien que ça s'appelle le Monsterverse. Pour commencer, il y a bien évidemment l'irremplaçable Godzilla. Et cette fois-ci, Wingard a bien l'intention d'offrir au monde sa propre version du roi des monstres, chose qu'il n'avait pas cherché à faire sur le film précédent, reprenant simplement le design validé par Michael Dougherty sur son King of the Monsters. Mais le réalisateur ne voulait pas se contenter de modifier le design et de présenter un Godzilla qui avait changé entre deux films. Il voulait que l'on soit témoin de cette évolution qui devrait avoir sa justification au sein de l'histoire. Le nouveau design, conçu par Jared Krzyzewski, sera en quelque sorte une version améliorée de Godzilla. Il présentera des épaules plus larges, des bras plus longs, des jambes plus musclées, des épines plus grosses et translucides car elles sont nouvelles, sans oublier quelques épines supplémentaires sur les bras et le visage. Et son repère ayant été détruit dans King of the Monsters, Wingard et Amok réfléchissent à ce qui pourrait constituer son nouveau lieu de repos. La première idée, le Hard Rock Stadium à Miami. Mais l'idée est rejetée car la forme carrée du stade semble inadaptée à la morphologie du titan. C'est en regardant son chat dormir dans son panier que Wingard a une révélation. En laissant son imagination divaguer, il remplace mentalement son chat par Godzilla et le panier par le Colisée romain. Ce sera donc le Colisée. Concernant Kong, le titan vedette, les mêmes problématiques s'imposent. Il faut apporter du neuf à son design et concevoir son repère. Pour ce qui est du premier aspect, c'est un peu complexe, car au-delà d'allonger sa barbe et de griser légèrement ses poils pour marquer le passage du temps, comment faire évoluer Kong? Ouais, on va pas lui foutre des épines plein la gueule, ça n'aurait pas de sens. Et la solution viendra du producteur Alex Garcia, qui propose à Wingard de doter Kong d'un dispositif ultra coolos. Ouais, c'est exactement les termes qu'il a employés. Et ce dispositif ultra coolos ne sera rien de moins qu'un énorme gant conçu pour augmenter la puissance du gorille. Ne reste plus qu'à trouver comment concevoir un tel engin, comment l'enfiler à Kong, comment le faire tenir sur son bras, et surtout, comment le rendre cool. Autant de questions d'ordre à la fois pratique et esthétique à résoudre. Quant au repère de Kong, il s'agira d'un lieu évoquant le film original, perché au bord d'un précipice et dominant la Terre creuse. Et justement, la Terre creuse. Après l'avoir brièvement introduite dans le film précédent, Wingard tient cette fois-ci à explorer cet environnement plus en profondeur en y intégrant de nouveaux lieux et créatures. On y découvrira ainsi un tout nouveau territoire, le royaume de Scar King, le grand méchant du film. Wingard voulait que Kong ait affaire à un adversaire à sa mesure, et il le voulait d'un rouge flamboyant. C'est donc un nouveau singe géant qui rejoint le bestiaire du Monsterverse. Mais un singe différent de Kong, car il n'y aurait aucun intérêt à le faire affronter son double. Scar King serait donc plus proche du chimpanzé que du gorille, avec une silhouette beaucoup plus élancée et des membres longs, impliquant une gestuelle et une manière de se battre très différentes de celle de Kong. Et bien que Jared Krzyzewski tente de lui conférer un style unique en le dotant de coiffure singulière, c'est finalement Weta qui définira le look de Scar King, le présentant comme un chauve badass. Et le personnage aura même droit à son arme rien qu'à lui, à savoir un fouet fabriqué à partir de la colonne vertébrale d'un ennemi abattu. Au bout de ce fouet, un cristal lui permettant de contrôler son arme secrète, Shimo. D'abord imaginé comme un variant glacé de Godzilla, le concept évoluera au fil des dessins, s'enrichissant d'inspirations diverses, à la fois dragon, crocodile et triceratops. Toujours en quête de nouveautés, Wingard voulait absolument d'un titan à la peau nacrée, contrastant ainsi avec l'apparence des autres titans du Monsterverse. Il tenait à ce que le contact de la lumière avec sa peau soit visuellement intéressant, et c'est Krzyzewski qui élaborera le design final après de longues expérimentations. Il dessinera un titan à la peau nacrée, quadrupède, doté de larges cristaux sur le dos et de petits yeux, sous-entendant qu'il n'est pas encore adulte. Pendant un temps, ils envisagent de placer des stalactites sous sa mâchoire, comme si sa salive avait gelé à même sa gueule, mais l'idée est finalement abandonnée. Au sein du royaume de Scar King, Kong découvrira toute une tribu de singes géants, impliquant par conséquent la création de nouveaux personnages, parmi lesquels Zuko, un enfant singe qui donnera du fil à retordre aux artistes. Sera-t-il plus proche d'un chimpanzé, d'un gorille ou d'un orang-outan? En plus de ça, il doit être mignon, tout en ayant un côté rebelle et impertinent. Trouver le bon équilibre sera donc essentiel. Mignon, mais pas trop. Une quête d'équilibre qui passera aussi par les yeux, élément essentiel du look du personnage. Ils doivent être grands et expressifs, mais pas trop, pour éviter un aspect trop cartoon. En ce qui concerne le royaume de Scar King, il devrait être sinistre et oppressant. Cet environnement clos, situé à l'intérieur d'un volcan et provoquant par conséquent une sensation d'enfermement, tranchera ainsi radicalement avec les vastes plaines verdoyantes de la Terre creuse. Une Terre creuse où l'on découvrira de nouvelles créatures principalement conçues par les artistes de Weta, parmi lesquelles les Wart Dogs, sorte de mélange entre un loup et un phacochère que Wingard qualifie de chien zombie, le serpent noyeur, sorte d'anguille géante pas hyper amicale, et les Vertacines, des créatures volantes semblant tout droit sorties de Pandora et pour lesquelles les illustrateurs partirent dans des directions assez extrêmes avant de revenir vers un concept plus conventionnel. Et en parlant de créatures volantes, Mothra fera son grand retour, Wingard ayant adoré ses apparitions dans King of the Monsters. C'est donc la mère de cette dernière que l'on trouvera ici et qui adoptera un design similaire à celui de sa descendance. Mais au sein de la Terre creuse, y a pas que des monstres, y a des humains aussi. Ainsi, la tribu Iwi fait son retour. Mais Wingard ne veut pas faire un simple copier-coller de leur apparence de Skull Island. Il veut leur offrir une nouvelle palette de couleurs. Et il faudra aussi concevoir leur habitat, situé au sein de gigantesques pyramides de cristal. Un environnement qui donnera pas mal de fil à retordre aux équipes des effets visuels.
Qui dit film de gros monstres dit affrontement épique. Et sur ce point, Wingard veut en donner au public pour son argent, avec un combat final en 3 parties. Godzilla et Kong s'affrontent d'abord au milieu des pyramides du Caire, puis le duo fait face à Scar King et Shimo en terre creuse, mais en gravité zéro, car Wingard voulait proposer quelque chose de jamais vu auparavant. Quant au grand final, il aura lieu sur Terre. Mais dans quelle ville? Elle doit répondre à des critères précis. Être proche des côtes pour Godzilla, avoir des montagnes en arrière-plan pour apporter du relief à l'image, et disposer d'un centre-ville avec de grands bâtiments pour accentuer le sentiment d'échelle. Après avoir sélectionné 60 villes, il décide donc de partir sur Rio, dont les plages paradisiaques et le côté très animé semblaient parfaits pour servir de décor à un affrontement épique entre 4 titans déchaînés. Et naturellement, l'équipe de Third Floor, fidèle au poste, fera son retour pour prévisualiser les scènes en 3D. Et pendant que ça charbonne sur la partie visuelle, le scénar prend forme, et le casting aussi. Respectant la volonté de Wingard de proposer une galerie de personnages plus restreinte que dans le film précédent, ce nouvel opus ne comptera que 4 protagonistes humains principaux. Rebecca Hall, Kaylee Hottle et Brian Tyree Henry font leur retour, garantissant une certaine continuité avec le film précédent, mais Millie Bobby Brown ne reprendra pas son rôle de Madison, Wingard estimant que son arc narratif était désormais achevé. C'est pas faux, sachant qu'il était achevé depuis la fin de King of the Monsters. Autre acteur qui ne fera pas son retour, Alexander Skarsgård. Le rôle du BG blond interchangeable ira donc à Dan Stevens. Un acteur que j'aime beaucoup et qui a démontré l'étendue de son talent dans l'extraordinaire série Légion. L'histoire entre Wingard et Stevens remonte à 2014 avec le film The Guest dans lequel Stevens tenait le rôle principal. Et déjà sur Godzilla vs Kong, Wingard voulait lui confier le rôle de Lind. Sauf que ça n'a pas pu se faire car Stevens était pris par le tournage de l'extraordinaire série Légion. Sur la suite par contre, Wingard et Barrett se mirent d'accord pour lui écrire un personnage. Ce sera donc Trapper, le vétérinaire pour Titan, personnage fantasque et haut en couleur taillé sur mesure pour l'acteur. Et c'est ainsi qu'avec un budget de 135 millions de dollars, soit étonnamment le plus bas pour un film du Monsterverse, le tournage débute le 29 juillet 2022. L'équipe investit à nouveau les studios Village Roadshow en Australie pour y tourner au sein des nombreux décors conçus par l'équipe artistique. On y trouve notamment les ruines et le village Iwi, mais aussi le vaisseau servant aux personnages à se déplacer dans la Terre creuse. Composé de 14 pièces distinctes et atteignant les 10 tonnes une fois assemblées, le vaisseau nécessitait rien de moins qu'une grue pour être déplacé. Et pour simuler les vols à grande vitesse, ils utiliseront le volume, ces murs constitués d'écrans LED à très haute résolution pour afficher le paysage extérieur, permettant ainsi d'éviter la surabondance de fond vert. L'équipe conçoit également une partie de la Mule, un gigantesque véhicule volant que Trapper utilisera notamment pour procéder à une extraction de dents sur Kong. Une idée que Wingard avait en tête depuis le premier film, inspiré par une malheureuse expérience de dents cassées après une rencontre avec une pizza à la pâte particulièrement récalcitrante. Il souhaitait donc inclure une scène de chirurgie dentaire à très grande échelle dans son film. Une séquence qui servira donc d'introduction au personnage de Trapper, et pour laquelle Dan Stevens sera suspendu à des câbles et posé sur une maquette à taille réelle d'une partie de la tête de Kong. Adam Wingard en profitera quant à lui pour s'offrir un petit caméo comme opérateur du véhicule. Mais comme sur le précédent film, le réalisateur souhaite également poser sa caméra dans des environnements réels, surtout en ce qui concerne les plans des personnages évoluant en terre creuse. Selon le réalisateur, il était capital de tourner en décor réel pour apporter une authenticité à ce décor surnaturel. Ils partent donc tourner toute une semaine dans la forêt tropicale de Daintree, à près de 2000 km des studios. Un environnement difficile d'accès dans lequel personne n'avait jamais tourné jusqu'alors. Ils y trouvent également le lieu parfait pour servir de décor à un avant-poste de Monarch, à savoir un bâtiment semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction. Autre lieu difficile d'accès, Morton Island, qui servira de décor à l'avant-poste de Monarch situé dans les Caraïbes. Les séquences de panique sur la plage de Rio seront quant à elles mises en boîte sur Surfer's Paradise avec de nombreux figurants, la magie des effets visuels se chargeant de les intégrer sur une plage brésilienne. Concernant le langage visuel du film, le directeur de la photographie Ben Serezin fait son retour avec des envies précises. Il souhaite notamment utiliser des objectifs Petzval, appréciés pour leur effet tourbillonnant causé par une aberration optique. Serezin avait déjà travaillé avec des optiques similaires sur The Mother de Nicky Caro et tenait donc à remettre ça, étant convaincu que cette esthétique apporterait une étrangeté visuelle unique au film. Ainsi, il demande à Dan Sasaki, vice-président du département optique de Panavision, de créer des objectifs Petzval bien spécifiques pour Godzilla et Kong. Sasaki conçoit ainsi des objectifs anamorphiques de 37, 59 et 90 mm, visant à créer un look distinctif sans rendre les images trop floues. Ainsi, Serezin ajustera les aberrations chromatiques pour renforcer la dramaturgie en fonction des séquences, utilisant ces effets pour accentuer par exemple un sentiment d'angoisse. Et le directeur photo mettant un point d'honneur à ce que le film maintienne une cohérence visuelle tout du long, chaque optique sera analysée et décortiquée par le superviseur des effets visuels Alessandro Ongaro. Pour ce faire, ce dernier filmera des motifs de gris qui serviront de référence pour les distorsions de lentilles et autres aberrations optiques, des lumières de Noël pour l'effet bokeh et des torches pour les reflets de lentilles. Toutes ces références permettront ainsi de reproduire l'effet des optiques Petzval en post-production. Et une fois tous les plans en boîte, le tournage s'achève le 10 novembre 2022. Et une longue post-production démarre, la sortie étant prévue pour mars 2024, ce qui laisse pas mal de temps aux équipes des effets visuels pour bosser sur les 1400 plans requis. Contrairement au précédent film du Monsterverse, cet opus allait reposer sur un nombre particulièrement conséquent de séquences réalisées en images de synthèse, sans personnages humains à l'horizon. En tout, il s'agira de 75% des plans équivalent à 55 minutes de film. 55 minutes reposant entièrement sur la crédibilité des personnages de synthèse.
Ceci étant dit, un élément va faciliter le processus, le fait qu'il s'agisse du 5e film de la saga. Godzilla est déjà apparu dans 3 d'entre eux et Kong dans 2, ce qui signifie qu'il dispose d'ores et déjà de nombreuses références sur la façon dont les titans se meuvent. Et c'est donc Alessandro Ongaro qui supervisera les effets visuels. Très impliqué, il est également réalisateur de seconde équipe sur le film et tournera de nombreux plans pour l'équipe VFX. Il partira notamment à Rio pendant 5 jours, en Islande et à Gibraltar. Tranquille le mec. 2 équipes principales se chargeront du film, Scanline et Weta Digital. En plus de ces 2 poids lourds, 5 autres studios contribueront à des séquences plus ou moins ambitieuses ainsi qu'à des travaux de compositing. Les principaux challenges sur ce projet, la grande variété d'environnements à concevoir, allant de décors réels comme Rio, Rome ou les pyramides du Caire, à d'autres complètement imaginés comme ceux de la Terre creuse. L'intérieur de la pyramide des Iwi sera l'environnement le plus complexe à concevoir pour l'équipe de Dineg, car elle ne ressemble à rien de connu et l'équipe ne dispose par conséquent d'aucune référence visuelle sur laquelle se baser. L'autre défi, désormais habituel, sera de trouver l'équilibre entre l'échelle des titans et leur vitesse de déplacement. Pour ça, l'équipe jugera au cas par cas, selon le décor et le point de vue adopté. En Terre creuse par exemple, c'est le point de vue des titans qui prévaut. Ils se déplaceront donc rapidement pour que les combats soient dynamiques et aussi pour éviter que le film ne soit trop long. Godzilla et Kong apporteront quant à eux chacun leur lot de défis. Du côté de Godzilla par exemple, le challenge est lié à l'implémentation de 2 versions différentes du titan. Le design traditionnel que l'on connaît depuis King of the Monsters et sa nouvelle évolution, avec moins de chair sur le corps et les pattes, qui nécessite ainsi le développement de nouveaux niveaux d'interaction entre les muscles et la peau. Quant à Kong, étant perçu comme un personnage plus humain en raison de sa morphologie simiesque, il nécessitait un travail extrêmement précis, notamment autour du visage et des yeux, pour créer une performance convaincante. Le gorille étant le personnage principal du film, il était essentiel que l'histoire puisse bel et bien reposer sur lui, au travers de nombreuses séquences muettes où il ne pourra s'exprimer que par les expressions faciales et le langage corporel. Ainsi, les simulations de peau, de fourrure et de chair présenteront un niveau de détail particulièrement élevé pour rendre le personnage le plus crédible possible, notamment dans la fameuse scène d'extraction dentaire conçue par Dineg, où l'on voit son visage en très gros plan et où le moindre de ses mouvements doit être millimétré. Si la séquence paraît simple de prime abord, c'est juste un gorille allongé et immobile, c'est en réalité là qu'apparaît la difficulté, car il faut insuffler la vie à un personnage tout en limitant ses mouvements au maximum, mais sans donner l'impression qu'il est mort. Et il faut tenir compte encore une fois de l'échelle du personnage, car certains mouvements qui paraissent légers de loin gagneront énormément en amplitude une fois observés de près. Du côté de Weta Digital, c'est Shimo qui apportera son lot de difficultés, car contrairement aux autres titans, c'est un quadrupède qui devrait par conséquent être entièrement animé à la main. L'équipe s'appuiera sur plusieurs références animales pour lui donner vie, notamment des félins et des serpents, le but étant d'éviter de lui conférer une attitude trop canine. L'équipe se creusera également la tête pour trouver un moyen pour Scar King de la chevaucher malgré la quantité d'épines de cristal qui couvrent son dos. Et chaque titan devrait être défini au préalable pour lui conférer une attitude qui lui soit propre. Ainsi, Shimo étant sous le joug de Scar King, il doit émaner d'elle une souffrance permanente. Scar King sera quant à lui un méchant sadique dont l'attitude de gangster évoquera la réflexion stratégique plutôt que l'impulsivité. Zuko est un enfant qui souffre du rejet et Kong souffre quant à lui de la solitude. Oh, ils étaient faits pour se rencontrer. Et en ce qui concerne les références comportementales animales, Scar King empruntera aux attelles, aux ilobatidés et aux orang-outans, et Zuko au bébé gorille. De la motion capture sera cependant à nouveau utilisée pour fournir une base aux animateurs. Alan Henry incarnera Kong et Scar King, et Luke Hawker sera Zuko. Mais comme d'habitude, l'animation à la main prendra le dessus sur la mocap au fil du processus et des nouvelles de Mando Wingard. Du côté de Scanline, on bosse sur le climax à Rio, dans lequel 90% des plans sont de nature entièrement numérique. Et si d'ordinaire les équipes sont chargées de suivre scrupuleusement les prévisualisations 3D, qui sont comme des plans d'architecte, l'affrontement sera complètement redéfini pendant la post-prod. Ce qui obligera ainsi Scanline à revoir des pans entiers de la séquence et la chorégraphie des combats. L'équipe de Dineg sera quant à elle chargée d'un combat prenant place à Rome entre Godzilla et Scylla, titan aperçu dans King of the Monsters et dont la couleur devrait être revue pour l'occasion. La palette précédemment définie étant trop proche de celle des rues romaines, ce qui rend difficile son intégration dans le décor. Il est donc décidé d'ajuster sa teinte pour la rendre plus vibrante et permettre à la créature de mieux ressortir à l'écran. Le ministère de la Culture italien a strictement interdit à l'équipe VFX de détruire la moindre partie du Colisée. Même dans sa version numérique, le monument est intouchable. Ainsi, la structure que Godzilla brise à l'écran est donc un ajout fictif qui n'est pas présent dans l'architecture réelle du Colisée. De la même manière, la maison avec le tas que Godzilla écrase a été modifiée pour ne pas ressembler à sa version réelle, car elle ne devait pas subir de dégâts ou une quelconque modification. Parce qu'on rigole pas avec le patrimoine. Au total, Scanline produira 453 plans, ce qui équivaut à 29 minutes de film. Les équipes de Weta concevront quant à elles 417 plans et Dineg 312 plans, ainsi que la conversion du film en 3D. Ouais, ça on fait du boulot. Pendant ce temps, Tom Holkenborg s'attelle à la musique et Josh Schaeffer au montage, ce qui marque sa 3e participation à un film du Monsterverse. Concernant la durée, Wingard ne veut pas rallonger son film inutilement, préférant aller droit au but. Son monteur et lui visent donc une durée d'un peu moins de 2 heures. Et le 29 mars 2024, soit presque 10 ans après les débuts du Monsterverse, Godzilla et Kong le Nouvel Empire débarquent sur les écrans. Et ça cartonne. Si les critiques ne sont pas convaincus, le film récolte tout de même près de 572 millions de dollars au box-office mondial, rien de moins que le meilleur score de la franchise pour son film le moins cher. Le retour sur investissement est là.
Ce fut en quelque sorte l'apothéose d'une période faste pour Godzilla, puisqu'en l'espace de quelques mois, la série Monarch fut diffusée sur Apple TV, le film Toho Godzilla Minus One fut accueilli chaleureusement d'un point de vue tant critique que commercial, et donc ce nouvel opus fit un carton. On reviendra certainement sur Monarch un jour prochain, mais d'ici là n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est loin d'être parfait mais c'est selon moi dans le haut du panier du Monsterverse. Dans Godzilla Kong le Nouvel Empire, Kong tente de s'adapter à sa nouvelle vie dans la Terre creuse malgré le fardeau d'une solitude de plus en plus pesante. Mais un beau jour, le gorille géant finit par découvrir une nouvelle région inexplorée où réside toute une tribu de singes géants. Mais loin de constituer un havre de paix, la région subit la tyrannie du terrible Scar King, vieil ennemi de Godzilla qui convoite la surface. Et pour avoir une chance de l'arrêter, Kong n'aura d'autre choix que de s'allier à son ancien ennemi. Voilà, vous avez en gros le pitch du film. C'est simple, efficace et ça va droit au but. C'est assez représentatif du délire. S'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas reprocher à ce nouvel opus du Monsterverse, c'est le manque de générosité. Non, c'est vraiment pas ce qui caractérise l'entreprise. On sent que Wingard a eu les coups des libres et qu'il a donc cherché à se faire plaisir en suivant ses idées les plus folles. Une extraction de dents sur Kong? Check. Un gant pour démultiplier la force de Kong? Check. Un face-à-face entre Godzilla et Kong au milieu des pyramides du Caire? Check. Un combat en gravité zéro? Check ma gueule. Et même si toutes ces idées ne feront pas l'unanimité, j'avoue que je trouve assez difficile de ne pas ressentir un certain plaisir régressif face à cette œuvre un peu barrée et jusqu'au boutiste qui tient son cap du début à la fin. Le cap étant, vous allez en prendre plein la gueule pendant 1h45. Le réalisateur sait pertinemment ce que veut le public et il est bien décidé à lui donner. Marre de patienter une bonne demi-heure avant de voir les monstres s'affronter? Ici, en seulement 7 minutes de temps, vous verrez Kong se battre contre une famille de loups à cochères chiens zombies en terre creuse et Godzilla affronter une araignée géante en plein milieu de Rome. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. On l'a vu, le film est avant tout caractérisé par son épure narrative. Et son gros point fort, c'est d'avoir mis Kong au premier plan, plus encore que dans le précédent opus. Ici, la volonté de Wingard était claire. Débarrassons-nous des personnages humains qui finissent par devenir les boulets d'une narration pataude. Coucou King of the Monsters. N'avoir que 4 personnages principaux permet ainsi au Nouvel Empire de resserrer ses enjeux, tout en évitant l'écueil d'une présence humaine trop envahissante. Ainsi, s'ils sont souvent réduits à de simples fonctions servant principalement à expliciter les enjeux oralement, ce qui s'avère particulièrement flagrant quand Kong part à la surface solliciter l'aide de Godzilla, ils ont au moins le mérite de ne pas parasiter le rythme. Et puis en plus il y a Dan Stevens. Bon, je manque peut-être un poil d'objectivité étant donné que j'adore cet acteur depuis le visionnage de l'extraordinaire série Légion, que je recommanderais d'ailleurs jamais assez. Mais le fait est que je trouve son personnage de trappeur particulièrement cool. Marginal au grand cœur, complètement barré mais purement bienveillant, qui doit bien sûr énormément à cette montagne de charisme qu'est son interprète. Bon par contre vous attendez pas à une plongée dans les tréfonds de sa psychologie, hein, on n'est pas là pour ça. C'est juste une question d'attitude. Le personnage est cool. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'à l'origine, on devait avoir droit à un long monologue de trappeur qui nous permettait d'en apprendre énormément sur son passé. Mais le réalisateur a préféré couper ce monologue, estimant que la meilleure façon de transmettre tout ce qu'il fallait pour comprendre le personnage, c'était de le voir chanter Gotcha de Greenflow pendant 15 secondes dans sa scène d'introduction. Épuré on a dit. Mais comme avec le film précédent, c'est Kong que l'on prend le plus plaisir à suivre. S'affranchissant de plus en plus des personnages humains, le gorille nous offre bon nombre de séquences où son seul point de vue prévaut, et c'est bel et bien dans ces dernières que le film fonctionne le mieux. Depuis Skull Island, on s'est progressivement attaché à ce personnage de gorille géant solitaire, et le voir finalement entrer en contact avec les siens s'avère donc satisfaisant. Moi tout ce que je veux c'est que Kong soit heureux, hein. Au-delà de l'aspect narratif, qui reste très simpliste, on va pas se mentir, la réussite passe surtout par les effets visuels qui donnent vie à Kong, et lui apportent toutes les nuances nécessaires à la création d'un personnage crédible. Le travail sur le regard et la moindre de ses mimiques est à saluer, et Kong parvient sans mal à exprimer toutes sortes d'émotions et d'intentions. Solitude, surprise, peur, colère, méfiance, tristesse, toutes ces subtilités qui font qu'on comprend le personnage et qu'on peut donc s'attacher à lui. Mais du coup, étant donné que les projecteurs sont principalement braqués sur Kong, bah y a quand même un grand laissé pour compte dans cette histoire. Wingard semble en effet bien plus intéressé par Kong que par Godzilla, ce qui fait que ce dernier finit quasiment par n'être qu'un personnage tertiaire dans cette histoire. S'il a bien droit à 2 combats en cours de route avant de croiser Kong, ils font plus office de passage obligé que de véritables moments épiques et marquants. Et si on prend un peu de recul, on constatera avec tristesse que le titan n'est ici que l'ombre de lui-même, ayant perdu toute portée sociétale et politique pour ne devenir qu'un monstre géant surpuissant devant remplir sa fonction de simple allié. Les fans de Godzilla ne trouveront donc pas forcément leur compte dans cet opus du Monsterverse. Ni dans son nouveau design rose fluo, un parti prévisuel qui mettra pas forcément tout le monde d'accord, mais qui reste cependant raccord avec la volonté de Wingard d'y aller à fond. Car si la narration est épurée, ce n'est pas le cas de la direction artistique. Tel qu'annoncé, celle-ci est ainsi guidée par une palette de couleurs pétantes assez surprenante. Voir un Godzilla rose fluo et un Kong avec son gant jaune canari partir à l'assaut d'un Scar King rougeoyant et d'une Shimo blanche nacrée au souffle bleuté, le tout avec d'immenses cristaux vert fluo en arrière-plan, bah c'est une sacrée expérience sensorielle. Enfin si vous avez échappé à la crise d'épilepsie. Tout ça nous ramène en réalité aux productions Toho de l'ère Showa des années 70, une période de la carrière cinématographique de Godzilla qui partait volontiers dans l'absurdité la plus totale, avec des histoires de plus en plus stupides et des monstres de plus en plus bizarres. L'accent était désormais placé sur le spectacle, délaissant toute forme de réflexion. Pas vraiment difficile de faire le parallèle avec le film qui nous intéresse ici. Mais je dois avouer que le côté très radical de ces choix artistiques n'est pas pour me déplaire. Alors c'est souvent surchargé, mais c'était le but, et j'apprécie que Wingard soit allé au bout de ses intentions, concevant un film avec une patte visuelle qu'on n'a pas déjà vue 1000 fois ailleurs.
À ce titre, les objectifs Petzval apportent également une touche visuelle inédite au film, en plus de conférer un aspect d'autant plus éthéré à la Terre creuse. Je trouve donc que d'un point de vue purement visuel, le film est plus intéressant que le précédent, justement parce qu'il adopte des partis pris plus radicaux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas du climax à Rio, expédié beaucoup trop rapidement et dans lequel il aurait été cool de voir Mothra, parce qu'on a beau nous la teaser pendant une grande partie du film, son retour s'avère finalement très anecdotique. En plus de ça, ce climax à Rio ne ressemble pas à grand chose, là où celui de l'opus précédent, dans ce Hong Kong nocturne illuminé de néon coloré, s'avérait non seulement plus généreux, mais aussi plus soigné visuellement. C'était du sous-Pacific Rim, mais ça passait. Rien d'intéressant à signaler dans cet affrontement diurne et grisâtre, où les effets visuels ne sont d'ailleurs pas toujours irréprochables. On sent que la post-prod de cette séquence a été un poil compliquée. En conclusion, que dire de ce dernier opus en date du Monsterverse? Déjà, que le film de Gareth Edwards paraît bien loin, que ce soit en termes de ton ou d'approche visuelle. Le Monsterverse a complètement tourné le dos à l'élégance de la mise en scène d'Edwards et à la réflexion sur l'impuissance de l'homme face à la nature. Ceci étant dit, il est difficile de ne pas reconnaître à ce Godzilla Kong le Nouvel Empire un sacré sens de la générosité, se permettant toutes sortes de folies pendant l'heure 45 que constitue sa projection. S'il est dommage de constater que la saga aura petit à petit choisi la voie de la facilité, délaissant un cinéma viscéral et sophistiqué pour choisir la voie moins risquée mais beaucoup plus futile des habituels blockbusters bourrés d'action et d'humour, je dois cependant reconnaître que je n'ai pas boudé mon plaisir devant ce Nouvel Empire. Alors qu'on soit d'accord, il va laisser un souvenir impérissable à personne, mais n'empêche qu'il accomplit sa mission de film de monstre bourrin, et c'est déjà bien. La grande question reste maintenant de savoir si cette formule peut tenir encore longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'un autre film est déjà dans les tuyaux. Wingard avait d'ailleurs déclaré que dans l'éventualité où il serait de retour, il voudrait cette fois-ci se concentrer sur Godzilla. En guise d'inspiration, il évoquait notamment la mort tragique de son fils Godzilla Jr. dans Godzilla vs Destroya. L'intention étant donc de provoquer un attachement émotionnel envers le lézard radioactif. Mais il s'avère que ce n'est pas Wingard qui mettra en scène le prochain opus. C'est en effet le cinéaste américain Grant Stutor, derrière la production Netflix I Am Mother avec Hilary Swank, qui s'est vu confier les rênes du prochain chapitre de la saga. Un réalisateur tout indiqué pour clôturer la trilogie des barbus du Monsterverse. À l'écriture, on trouvera notamment Dave Callaham, qui avait travaillé sur le Godzilla de 2014. Ceci dit, ne vous attendez pas à un rétropédalage vers quelque chose de plus sombre et réaliste. Au vu des résultats au box-office d'un Nouvel Empire, il y a de très grandes chances qu'il continue sur cette lancée. C'est en plein milieu de la post-production d'un Nouvel Empire que la Toho diffusa la bande-annonce de Godzilla Minus One, une bande-annonce qui allait avoir son influence sur le nouveau chapitre du Monsterverse. Parce qu'à ce moment-là, Wingard se creusait la tête depuis un petit moment pour rendre plus percutante une séquence où Godzilla piétine un bâtiment romain. Et c'est donc après avoir vu la bande-annonce de Godzilla Minus One que la solution s'imposa à lui. Dans la bande-annonce en question, un plan montrait le pied de Godzilla se poser par terre et soulever le sol sous le poids de l'impact. Il montra donc immédiatement ce plan à Alessandro Ongaro, le superviseur VFX, pour appliquer cet effet dans son film. Plagiat? Hommage? À vous de juger. En attendant ce prochain long métrage, c'est sur le petit écran que le Monsterverse va se développer, puisque la saison 2 de la série Monarch est entrée en production en août dernier. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir ça. La saison 1 n'était pas exempte de défauts, loin de là, mais la façon dont elle approfondissait l'univers était franchement plaisante à suivre. Avec 5 films, une série animée et une série en live action à son actif, le Monsterverse sera donc parvenu tant bien que mal à s'imposer dans le paysage hollywoodien. Et s'il n'atteindra jamais les scores de Marvel au box-office, reste que ses succès récents et la popularité croissante de Godzilla lui promettent un bel avenir. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, vous achetez un superbe t-shirt John Michael Advertising, et je vous dis à bientôt, salut!